Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors dans cette vidéo, on vous présente Soulbound, qui est le jeu de rôle pour Warhammer Age of Sigmar. Pour vous en parler, on reçoit deux invités qui sont tous deux maîtres de jeu, donc DM pour des parties de Soulbound et aussi des joueurs de jeux de rôle expérimentés. Alors on reçoit Marc-André Dalpé. Salut Marc-André. Salut, ça va? Oui, toi? Ah, super bien. C'est un retour sur la chaîne. Tu étais venu notamment Ouais, nous ma parler deuxième de... fois. Oui, tu étais venu nous parler de l'événement narratif là, qui va avoir lieu au Grand Clash. Et justement, événement narratif que tu co-organises avec Yann Miller. Salut Yann. Salut les gars, comment ça va? Super, bienvenue sur la chaîne. Ben, merci. Enfin, on me voit le visage au lieu que je sois juste cité à tout bout. Photobomb. On peut enfin mettre un visage sur un nom. Excellent. Yes. Très beau nom par ailleurs. Ouais. Ne mélangez pas. Il y en a un, c'est un N, l'autre, c'est deux N. Ouais. Exactement. Alors, peut-être pour commencer, Marc-André, est-ce que tu peux nous peut-être faire un petit topo, nous présenter là, globalement qu'est-ce qu'est Soulbound? Ben, Soulbound, en fait, c'est un jeu de rôle sur table. Donc, c'est un jeu de rôle pen and paper, comme ils disent en anglais. C'est un jeu de rôle dans le même style que Donjons et Dragons, Pathfinder, dans ce style de jeu-là, où est-ce que chacun fait son personnage, puis un maître de jeu qui raconte une quête, puis les personnages doivent évoluer dans la quête. Soulbound, c'est un jeu de rôle qui a été vraiment créé à la base pour les joueurs d'Age of Sigmar. C'est clair en lisant le livre, c'est clair en regardant le jeu que c'est un roleplay, un jeu de rôle fait pour les joueurs de Age of Sigmar. C'est pas, quelqu'un va pas aller acheter ce jeu de rôle-là, puis un joueur de jeu de rôle ne va pas choisir ce jeu de rôle-là s'il ne connaît pas déjà le monde d'Age of Sigmar. C'est clair que ça a été vraiment fait pour les joueurs qui connaissent déjà le monde de Age of Sigmar parce que le jeu, puis dans ce sens-là, ça a été très, très bien fait pour les joueurs d'Age of Sigmar. C'est-à-dire c'est un jeu de rôle qui n'est pas trop deep, là, qui n'est pas trop complexe. C'est pas compliqué comme, disons, Pathfinder. C'est pas aussi développé non plus que certains jeux de rôle. Mais c'est assez développé pour que tu puisses faire vraiment ce que tu veux dans le monde de Age of Sigmar. C'est aussi vraiment basé sur Age of Sigmar dans tous les aspects. Autant dans le combat, les realms, tout le lore, tout ce que tu retrouves dans le lore de Age of Sigmar, dans le jeu de miniature, ben, tu peux le retrouver côté roleplay, jeu de rôle dans ce livre-là. On a vraiment toutes les races, toutes les différents realms, toutes les différents magies. On reconnaît les noms de tout ce qu'on connaît déjà dans Age of Sigmar, ça se retrouve là. Le jeu de rôle Soulbound a été vraiment créé pour... il a été un petit peu en retard, là, on se dit, il a été sorti peut-être 2 ans plus tard que la date prévue. Fait que ce qui fait que ce jeu de rôle-là, on voit que dans le timeline de Age of Sigmar, il a vraiment été fait pour sortir avec la 2e édition de Age of Sigmar. Donc, ça se passe exactement au même moment que la 2e édition, c'est-à-dire quelques années après le Necroquake. Fait que ça ne dit pas exactement quand, là, parce qu'on sait que le Age of Sigmar, il n'y a pas de vraie timeline là, en années, mais ça mentionne quelques années après le Necroquake. La preuve que ça a vraiment été fait pour être avec la 2e édition, c'est que toutes les choses qu'on retrouve au début de la 2e édition sont là, mais on n'a pas encore dans le livre de base les luminettes ou ce qui a été sorti plus tard durant la 2e édition. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est vraiment un jeu de rôle là, classique, mais ni trop complexe, ni trop simpliste non plus, avec une mécanique spéciale, mais il est vraiment complet avec tout ce qu'on a besoin pour faire vraiment un jeu de rôle. Puis essentiellement, donc, les joueurs jouent des héros de Age of Sigmar, pour l'instant essentiellement des héros de l'ordre. C'est un peu ça le principe. Exactement. Pour l'instant, dans le jeu de base, dans le livre de base, c'est seulement des héros de l'ordre, de toutes les races qui existaient au début de la 2e édition. Fait que tu peux être un Caradron, tu peux être un Sylvaneth, tu peux être un humain, tu peux être un Stormcast, évidemment. Fait que tous les héros de l'ordre, n'importe quelle race de l'ordre, tu peux être un Fire Slayer. Fait que tu peux jouer vraiment n'importe quel héros de l'ordre. Dans le futur, ils vont sortir des suppléments pour d'autres races de l'ordre,
mais aussi des suppléments pour jouer un héros du chaos ou jouer un héros de destruction ou un héros de la mort. Fait que ces suppléments-là s'en viennent plus tard, ne sont pas sortis, à part celui pour l'ordre qui s'appelle Champions of Order, qui est déjà sorti. Mais à part ça, les autres, ça s'en vient, là, ça va être des extensions futures. Et Champions of Order, on en fera peut-être une vidéo à part si jamais il y a de l'intérêt chez notre auditoire là, pour Soulbound. Mais justement, là, on arrive avec des héros luminettes et donc on vient pallier un peu les manques du manuel de base là, de ce côté-là. C'est ça, les races qui n'existaient pas à la sortie du jeu originalement ont été rajoutées. Puis aussi, toutes sortes, ils ont rajouté beaucoup de stocks comme des spells de plus, ou on va en parler tantôt pour la mécanique, mais il va y avoir des talents de plus, toutes sortes d'options supplémentaires pour les champions de l'ordre. Puis peut-être un petit élément aussi de précision, ce jeu-là n'est pas publié par Games Workshop, ils ont cédé les droits à une tierce compagnie, là, Entertainment, Cubicle 7 plutôt. Hein, oui, Cubicle 7, qui fait un excellent travail là, de rendre les produits de Games Workshop en roleplay. D'après moi, Games Workshop doit avoir une très bonne entente avec eux. Là. Il doit avoir une bonne relation parce que c'est très rare, ça fait des années que je suis Games Workshop, puis c'est très rare qu'ils donnent une licence à quelqu'un et qui leur permet d'aller au-delà du lore qu'ils ont déjà sorti. Fait que Cubicle 7 avec Soulbound ont même inventé des villes qui n'existaient pas dans le lore de Age of Sigmar. Ils ont inventé toutes sortes d'histoires qui n'existaient pas jusqu'à maintenant dans l'histoire d'Age of Sigmar, mais qu'eux ont pu rajouter, comme dans leur kit de départ, là, qui est un starter kit que tu peux acheter avec une boîte, puis un livre, le livre de règles de base, une aventure, une quête pour commencer. Mais ça se passe dans une ville qui s'appelle Brightspear, dans le royaume du feu. Puis Brightspear n'existe pas dans le lore de Age of Sigmar de 2e édition. Eux autres l'ont inventé, l'ont rajouté. Puis ça s'imbrique super bien là, au lore qui existe déjà dans l'histoire d'Age of Sigmar. Fait qu'ils ont vraiment, ils ont même rajouté de l'histoire, puis des maps, puis toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas dans le jeu de miniature. Là, à l'heure actuelle, quelqu'un qui voudrait se lancer, premièrement, les livres sont seulement en anglais, mais qu'est-ce qui est disponible à l'heure actuelle comme livre, comme supplément? OK, je vais vous montrer ce qui existe en papier. Il existe seulement le livre de règles de base, le rulebook de base, puis le DM screen, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le paravent pour les maîtres de jeu, j'imagine. le panneau, qui est quand même super bien fait. C'est les deux seuls trucs qui existent pour l'instant, papier, là, physiquement. Tout le reste est en PDF. Mais il y a beaucoup de choses qui ont sorti quand même déjà en PDF. Fait qu'on a déjà des aventures qui sont sorties. Il y en a plusieurs. Il y a même une campagne qui consiste en plusieurs aventures qui est sortie. Un petit peu comme ceux qui connaissent Pathfinder, les Adventure Path, ça veut dire une campagne que tu peux commencer quand tu crées ton personnage, ton groupe, puis qui se rend jusqu'à la fin de la vie des personnages. Fait qu'une longue campagne de plusieurs aventures. Les aventures sont presque toutes déjà sorties, mais toutes existent seulement en PDF pour l'instant. Tout ce qu'on commande sur le site de Cubicle 7 va exister un jour en papier, mais ça, c'est un petit désavantage. Ils sont très, très lents à porter sur le marché, la version papier, ce qui sortent. Mais au moins, tout ce qui sort, dès que c'est disponible en PDF, on peut l'acheter. Tu fais un pre-order du document en papier, puis tu reçois le PDF jusqu'à temps de recevoir ton livre physique. Fait qu'il existe ça, il existe, c'est ça, le DM Screen, des aventures, il y a quelques suppléments comme Champion of Orders. Il y a plusieurs suppléments qui sont annoncés, qui ne sont pas encore disponibles, mais qui vont arriver dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Là. Je vais sauter sur ce que tu dis. Je vais faire une petite histoire de mon côté pour Cubicle 7. Parce que Cubicle 7, justement, juste pour bondir sur ce que Marc-André vient de dire, c'est qu'essentiellement, cette compagnie-là, non seulement elles ont une très bonne relation, comme tu disais, avec Games Workshop, mais c'est eux aussi qui ont les droits pour le jeu de rôle de 40 000, qui est Wrath and Glory, et aussi l'ancien Fantasy Battle. Donc, ils ont les droits pour faire ces deux jeux-là. Puis effectivement, Soulbound, c'est le petit bébé des trois, puisque c'est le dernier à être sorti, tandis que les deux autres ont déjà comme une certaine notoriété ou une certaine comme
ça fait plus longtemps qu'ils existent, là, donc ils ont plus de stock de disponible pour eux. Fait que oui, on attend tous impatiemment qu'ils sortent en papier parce que c'est sûr que c'est toujours plus intéressant de jouer avec les livres directement qu'avec les PDF. Surtout présentement avec le confinement qu'on fait tous du Roll20, c'est pas évident de pouvoir en jouer avec des formats PDF alors qu'on est obligé de versus le livre à ce moment-là. C'est intéressant ce que tu apportes. C'est une compagnie qui a de l'expérience dans de la production de jeux de rôle et de jeux de rôle en collaboration avec Games Workshop. Donc, les autres versions, notamment la version pour 40K, était un assez grand succès. Donc, on peut avoir confiance là, dans la pérennité et dans la qualité de ce qui va sortir pour Soulbound aussi. C'est ça, c'est eux qui sortent aussi, comme tu disais, Yann, Warhammer Fantasy Roleplay, c'est sa 4e édition, mais la 4e édition a été donnée à Cubicle 7, puis on fait un excellent travail ce côté-là aussi. Tout à fait. Puis, côté matériel, je dirais, il y a seulement 2 choses qui sont sorties physiquement, mais la qualité est incroyable. Des fois, quand des compagnies sortent un produit dérivé d'une compagnie mère, ben, c'est pas toujours la top qualité comme, disons, Age of Sigmar. On le sait, les livres, c'est vraiment de qualité, mais Soulbound, c'est la même qualité. Là. Le DM Screen, il est vraiment solide, il est vraiment bien fait. Le artwork est super beau. Le livre, c'est la même chose. Le livre de Soulbound, la qualité du artwork à l'intérieur, puis de la qualité du papier, de tout est aussi bonne que les livres de Age of Sigmar là, de Games Workshop. Voire même mieux, je dirais. Ils ont la nouvelle qualité, je trouve, des nouveaux livres de 40 000. On voit que Games Workshop a changé justement de fournisseur pour ces livres de 40 000. Je n'ai pas remarqué cette différence-là avec les nouveaux pour Age of Sigmar, mais on voit qu'il y a vraiment une très, très belle qualité. Là. C'est pas un mauvais achat du tout. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis pour ceux qui aiment beaucoup le lore au niveau de Age of Sigmar, il y a beaucoup, beaucoup d'ajouts aussi pour lesquels on peut venir juste comme se cultiver tout simplement par rapport à Age of Sigmar, juste avec sans avoir tous les suppléments, mais juste avec le livre de base, le livre de règles de base. Effectivement, il y a même des choses des fois que dans le livre le core rulebook de Age of Sigmar qui mentionne en un petit paragraphe, mais là-dedans, tu peux avoir un gros texte sur une ville dans le royaume du feu. Il y a toutes sortes de realm gates qui sont expliqués, comment ils sont apparus, comment ils ont été libérés par Sigmar. Fait qu'il y a des choses de plus que dans les livres de règles de Age of Sigmar. Mm-hmm. On voit qu'il y a une bonne relation entre Games Workshop et Cubicle 7. Je pense qu'on le remarque aussi, pour avoir joué avec toi, Yann, notamment, on le remarque aussi dans les règles. Hein. On a quelque chose de similaire, même si c'est adapté à un role-playing. Peut-être nous parler un peu de ces règles-là, de la mécanique de jeu qu'on utilise dans le role-playing. Oui, mais en fait, c'est une mécanique justement qui s'emprunte au fameux, pour ceux qui connaissent les jeux de rôle, au fameux Burning Wheel. C'est une mécanique qui existe quand même depuis le début des années 2000, si ma mémoire est bonne, qui a été vraiment propulsée avec certains jeux comme Mouse Guard, qui a gagné pendant plusieurs années comme le meilleur jeu de rôle. C'est une mécanique qui se veut beaucoup plus simpliste pour le fait que c'est pas vraiment... on lance des D6, donc il n'y a pas plusieurs types de dés à avoir. On a simplement besoin de D6. Et il faut avoir, quand on lance les dés, un résultat X pour savoir si on réussit un test ou si on échoue le test en question. Et les actions, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est possible, donc tout ce qui est action à prendre durant un tour, quand il y a du combat ou quand il y a des tests à être pris à ce moment-là. Là, c'est là où on détermine qu'est-ce qui est à lancer, mais c'est pas lourd comme mécanique. C'est très, très simple. Souvent, même, les tests sont relativement aisés comparativement à des choses que j'ai pu voir avec soit Donjons et Dragons ou d'autres jeux auxquels j'ai joué qui, des fois, sont beaucoup plus complexes, plus poussés au niveau des lancers de dés. Puis, ce que ça fait, c'est que au niveau de cette mécanique-là, puis ce que j'aime beaucoup, c'est déjà un de mes pros par rapport à ce type de mécanique-là, c'est que ça nullifie beaucoup toute la question du niveau du joueur. Et un joueur qui est débutant peut aussi bien s'en sortir que quelqu'un qui a 12 années de jeu derrière la cravate en termes de statistiques. Donc, c'est un système qui est très, très simple, là, sans vouloir se lancer dans le détail non plus, parce que sinon, ça peut devenir quand même exhaustif là, à comprendre
essentiellement, on a un D6 pour obtenir un résultat, soit un 4 qui est le générique dans le fond sur le résultat. Puis selon le nombre de 4 et plus qu'on obtient durant l'action, on sait si on a réussi l'action ou pas. Donc, c'est très intuitif pour les joueurs du jeu de table Age of Sigmar. C'est vraiment des D6, puis 3+, ou 4+, ou 5+, pour réussir ton action ou ta touche avec ton arme. Exactement. Excusez-moi, les gars. Exactement. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça te permet tu restes dans l'univers du D6 de Age of Sigmar qui est Games Workshop, tout simplement, qui fonctionne essentiellement juste avec du D6. Les mécaniques sont les mêmes, donc avoir des 4+, des 3+, des 5+, peu importe. Donc, tout à ce niveau-là, on reste justement, puis c'est facile de pouvoir bien maîtriser le jeu une fois qu'on a déjà joué au jeu de rôle sur table, là, tout simplement. Pas au jeu de rôle, mais je veux dire au jeu de guerre. Là. C'est un système qui est facile, sauf que j'aime bien quand même, juste mentionner, on a des options pour parfois rouler plus de dés ou pouvoir faire une deuxième action, etc. Fait que même si le système est facile, je trouve qu'il est quand même relativement souple et il permet des belles opportunités pour les joueurs. Pour être un joueur qui a joué depuis la deuxième version de Dungeons & Dragons, où c'était un petit peu plus simple, tu étais un petit peu plus encadré dans ce que tu pouvais faire. Ça, c'est un jeu, je trouve, qui est quand même assez ouvert. Il laisse beaucoup de possibilités aux joueurs. Fait qu'un système qui est simple, facile à maîtriser, mais en même temps, tu peux faire pas mal ce que tu veux comme joueur. Puis ça, je trouve ça intéressant. Même comme maître de jeu, c'est le fun. Il est très flexible, le jeu, parce que tu as seulement 3 attributs de base, là, qui est le body, mind and soul. Fait que ces 3 habiletés de base-là, tu peux les jumeler à n'importe quel skill. Ce que disons, dans Donjons et Dragons, ben, c'est toujours le même skill qui va avec le même attribut. Mais dans ce jeu-là, tu pourrais faire de l'intimidation avec ton body, ou intimidation avec ton mind, ou intimidation avec ton soul. Fait que toutes sortes de stratégies comme DM pour rajouter des options de nombre de jets de dés que tu peux faire. Fait que je trouve que il laisse beaucoup de liberté, ce jeu-là. Même s'il n'y a pas tant d'options, ça en crée beaucoup vu la flexibilité du jeu. Puis ça laisse la place à une très belle possibilité de faire des cinématiques quand on joue. Puis c'est ça qui est vraiment magnifique avec ce jeu-là. C'est que la façon qu'on joue, puis j'essaie, tu sais, comme justement au niveau de ma partie, c'est ce que j'essaie de faire le plus. Puis Mad aussi, tu sais, on le sent bien quand même, c'est que essentiellement, on est capable, avec toutes ces actions-là et toutes ces possibilités-là, de pouvoir vraiment bien imaginer c'est quoi les résultats, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on entreprend, puis avoir comme un beau déroulement de tout ça, puis vraiment arriver avec un produit ou un souvenir de qualité par rapport à ça, au lieu de dire, mais je fais juste ça, puis ça finit là. Tu sais, je fais juste comme donner un coup d'épée, puis mon tour est fini. Il y a tellement d'options qui viennent se mettre par-dessus, justement, pas juste les mécaniques comme le body, mind, soul, mais juste avec les skills, avec les talents. Donc, ça, c'est des attributs qu'on vient rajouter en supplément qui vont donner des bonus, justement, comme Vincent disait. Ça donne des bonus aux attaques, ça donne des bonus à la défense, ça donne des bonus au tir. Donc, on a toutes sortes de choses qui viennent comme se mettre ensemble pour donner un tout qui, justement, permet un aspect cinématique au niveau du jeu qui propulse justement plus le joueur aussi dans l'univers de Age of Sigmar. Puis l'aspect cinématique est facilité par le fait que justement on joue dans Age of Sigmar. Donc toutes les créatures, les ennemis qu'on rencontre, on les a déjà vus en figurines, en images. Donc on a une représentation visuelle, une représentation mentale de ce à quoi ils ressemblent. On ne peut pas rencontrer de bébites qu'on se dit, ben c'est quoi ça? Peux-tu me montrer une image? On le sait, là, un Bloodthirster, on sait à quoi ça ressemble. Puis, ouais. Mais ce que tu dis, puis il y a des petits ajouts qui ont fait, des petites choses, des créatures qu'on n'a jamais vues quand même dans le livre, qui ont permis de faire ajouter. Mais c'est rien comme on dirait, game breaker. C'est juste des belles petites choses, des beaux petits ajouts qu'on va avoir comme Marc-André, tu l'avais mis dans ta game, mais essentiellement une espèce de petite termine ou une espèce de belette qui, je me rappelle plus le nom, tu me le rappelleras au pire, qui, dans le fond, peut servir de guide parce qu'elle représente sur sa fourrure les astres stellaires qui permettent aux gens qui voyagent de pouvoir comme se guider avec les étoiles, mais à partir de cette créature-là. Donc, c'est le genre de petites choses qui viennent rajouter en plus qui fait vraiment en sorte qu'on a comme tout le
visuel qu'on est habitué, comme si je veux voir un Squig ou je veux voir un gros Mock Rusher ou un Star Drake, je vais avoir ces choses-là. Mais essentiellement, je peux avoir aussi, cette petite créature-là qu'on n'a jamais vue dans le jeu de rôle, pas dans le jeu de rôle, mais dans le jeu de guerre sur table, parce qu'elle a comme absolument aucun avantage au niveau du jeu de guerre. Mais dans le jeu, ça donne quelque chose qui est cute, puis qui rajoute un petit peu à la joie de jouer le jeu. C'est pas comme, il y a ça de nouveau. Une chose que j'ai aimé aussi en essayant un peu le jeu, c'est que je trouve que les créatures sont plus, comment dire, leur force relative est plus réaliste. Tu sais, en jeu, par exemple, un Bloodthirster, c'est pas si difficile que ça à tuer quand on joue au jeu de table. Mais quand on arrive dans le jeu, Yann, tu nous en as fait rencontrer un qui était fort heureusement blessé, puis c'est pas nous qui l'a achevé. Là, on voyait qu'il était dans complètement une autre catégorie à part. On a vraiment plus senti que c'était un démon majeur de Khorne, beaucoup plus qu'on le sent sur table avec le jeu de figurines. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est vrai, c'est drôle ce que tu dis. Dans ma partie, les joueurs dont Yann fait partie devaient fermer une Realm Gate juste à temps pour empêcher un Lord of Change d'arriver dans la salle où ils étaient. Mais le Lord of Change, s'il était rentré dans la salle, si les joueurs n'avaient pas réussi à fermer la Realm Gate, il aurait fait un massacre, là. Un Lord of Change. Les pauvres 4 joueurs qui étaient là n'auraient pas survécu, là, sûrement pas. Je peux dire que j'avais chaud. Vous l'avez eu de justesse en plus. Oui, justesse. Le jeu de table est limité par des préoccupations de balancer le jeu, d'équilibrer, parce que c'est 2 joueurs qui vont s'affronter sur une scène qui est compétitive. Alors que le jeu de rôle, c'est pas ça. Le jeu de rôle n'a pas ces limitations-là. Ce qu'il faut, c'est raconter une histoire, puis la raconter pour qu'elle soit le plus accrochante possible pour les joueurs qui sont là, puis le maître de jeu. Fait que ça permet une plus grande liberté. Puis oui, effectivement, le Bloodthirster pour l'affronter avec Yann, on sentait bien qu'on faisait pas grand-chose contre lui, puis c'était un peu inquiétant. Et juste pour ceux qui ont déjà les livres ou qui sont curieux, qui vont aller se l'acheter, je vais vous dire, les statistiques du Bloodthirster ne sont pas là. J'ai été obligé de le monter à partir de d'autres créatures qui sont dans le livre, comme le Keepers of Secret et le Korgorath. Mais essentiellement, juste les statistiques du Keepers of Secret sont effrayantes. C'est clair que si je vous mettais ça comme créature, surtout pour vous aviez besoin d'un petit peu d'aide pour passer à travers, dans le fond. Il y a une chose, par contre, il faut dire, par rapport à ce jeu-là, comparé à d'autres jeux de rôle qui existent, c'est que Soulbound, les joueurs commencent déjà très fort, assez fort, comparé à n'importe quel autre jeu. Si tu commences à jouer à Donjons et Dragons niveau 1, ta première mission, ça va être d'aller tuer un gobelin en gang. Là. Mais ça, dans ce jeu-là, les héros de Soulbound sont déjà des héros assez puissants. Là. Même le producteur du jeu disait, c'est un petit peu comme à Dungeons & Dragons, commencer au niveau 8. Le jeu est fait à peu près comme si tu avais la force d'un niveau 8 dans d'autres jeux de rôle. Fait que si tu commences pas comme un Joe n'importe qui, là, un commoner dans un village, tu commences déjà comme un héros puissant qui a des bons pouvoirs pour faire une quête pour les dieux. D'où vient le nom Soulbound? Soulbound, c'est plusieurs personnages qui ont été reliés ensemble, que leurs âmes ont été reliées ensemble pour servir un dieu, pour l'ordre, ou que ce soit Sigmar ou autre. Là. C'est ce qui fait que les personnages sont déjà comme maintenant des gens très puissants là, qui partent en quête. Oui, c'est ça. Les héros deviennent un soulbound, une espèce d'équipe qui devient une espèce de commando spécial, si on veut, au service du dieu, généralement Sigmar, qui les a liés, qui a lié leurs âmes, là, qui a fait d'eux des soulbound. D'où le fait qu'ils soient des héros au départ pour avoir attiré l'attention ou l'intérêt d'un dieu de l'ordre. Mais juste pour faire comme un aparté ou rebondir encore une fois sur ce que Marc-André vient de dire, c'est que pour ceux qui sont les néophytes ou qui n'ont pas joué ou qui sont intéressés de jouer au jeu Soulbound, essentiellement, vos héros, c'est pareil comme si vous preniez votre War Scroll, admettons que vous prenez un Blackheart Corsair, c'est pareil comme si vous preniez votre héros, le héros du War Scroll, puis que vous le mettiez sur, on va dire, le sergent du War Scroll, puis vous le mettiez
comme justement votre personnage de jeu. C'est vraiment le feeling que j'ai, comme si vraiment on vient prendre un personnage d'une unité qui est déjà accomplie, puis on le met sur le jeu pour justement commencer à le jouer directement là, au lieu de le commencer en simple combattant ou en débutant, là, comme simple gruau, comme disent les Français. Donc, il vient de commencer essentiellement. Donc, oui, effectivement, les personnages sont beaucoup plus puissants de base que tous les autres jeux de rôle. Puis même, je dirais, pour avoir lu le livre de règles de l'équivalent de 40 000, donc Wrath and Glory, même Wrath and Glory, on sent qu'il y a quand même une question de niveau où on commence beaucoup plus bas avec les héros. Ils sont beaucoup moins puissants de base versus celui de Soulbound. Ça peut être un peu déstabilisant pour un maître de jeu qui fait sa première game de Soulbound si tu as déjà joué à d'autres jeux de rôle avant, parce qu'au début, tu ne sais pas trop quelle quantité de monstres mettre ou quelle force d'ennemis à mettre pour que le groupe les affronte. Puis au début, tu fais des tests, bon, je vais mettre quelques Skaven, quelques Skaven en un round sont morts, puis les 4 ou 5 héros ont passé à travers. Faut une bonne force de frappe pour affronter les héros dans Soulbound. C'est pas seulement quelques petites créatures qui vont arrêter ces héros-là. Ouais, juste pour donner une idée de la force dans la game avec Yann, je joue un Blackheart Corsair, puis j'ai essentiellement tué un rat ogre en 2 ou 3 tours, à peu près à moi tout seul, là. Fait que on est dans une autre catégorie, là. Une chose qu'on n'a pas dit par rapport à la mécanique que je trouve vraiment le fun de Soulbound, c'est que c'est très constant comme mécanique à travers tous les règles du jeu. C'est-à-dire, c'est le même système de dés pour faire les skills, pour les feats, pour les spells, peu importe ce que tu fais, les attaques, les défenses, tout ce que tu fais dans le jeu, c'est le même système de dés. Donc, tu n'as pas à réapprendre différentes mécaniques, différentes mathématiques à travers le jeu. Tu fais un spell, ça va être exactement la même mécanique que faire un skill. C'est juste que ça ne va pas prendre les mêmes cibles ou le même nombre de succès, mais c'est la même mécanique tout le long du jeu. Ça, c'est le fun pour un joueur qui ne veut pas trop se casser la tête non plus là, avec apprendre des règles à pu finir. Tu apprends la mécanique, puis elle est bonne pour tout ce que tu fais à travers les différentes actions que tu vas jouer dans le jeu. C'est bien aussi pour celui qui fait le maître de jeu, parce que c'est beaucoup moins difficile de pouvoir déterminer quelles vont être les difficultés. En le temps d'émettre des difficultés comme ça, on perd beaucoup moins de temps à fouillasser dans le livre pour chercher une règle. On a simplement, comme justement dans le Game Master Screen, on a un petit tableau. Vraiment, il n'est pas très gros, mais ce petit tableau-là nous donne essentiellement tout ce qu'on a besoin pour déterminer quelles sont les difficultés lors des différents tests qui doivent être pris. Ça rend encore, ce que je disais tantôt, ça rend encore plus possible cette cinématique-là qu'on peut intégrer parce qu'on ne perd pas du temps de notre partie à faire du book searching à ce moment-là, ou de la recherche dans les livres. Oui, tout à fait. Le DM Screen, c'est un des rares. J'ai joué à beaucoup de jeux de rôle différents. J'achète toujours le panneau de maître de jeu parce que habituellement, je jouais en personne. Là, je joue sur Roll20 dû à la pandémie, mais normalement, je joue en personne. J'aime beaucoup avoir le panneau. Puis, j'achète toujours le panneau quand j'achète un nouveau jeu. Puis, il y en a de tous les jeux, il y a tout le temps des sections du panneau qui servent à rien. Tu te dis, pourquoi ils ont mis ça là? Je ne veux jamais me référer à ça, ça prend de la place pour rien. Mais dans le DM Screen de Soulbound, tout est utile. C'est vraiment bien fait. Toutes les choses qu'un maître de jeu voudrait voir dans un DM Screen est là. Puis la raison pour ça, c'est que les producteurs de Cubicle 7 sont vraiment impliqués auprès de la communauté. Dès qu'ils ont commencé à développer le jeu, ils sont ouverts un Discord, un channel Discord. Ils ont invité les joueurs intéressés à aller les rejoindre. Puis ils posaient des questions aux joueurs, ils posaient des questions aux maîtres de jeu. Qu'est-ce que vous aimeriez voir là? Qu'est-ce qu'on devrait mettre? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas mettre? Fait que ça a fait que toutes ces interactions-là avec la communauté de joueurs a fait un jeu qui est plus adapté à vraiment ce que les joueurs voulaient avoir. J'ai trouvé ça vraiment super. C'est sûr que c'est une plus petite équipe, donc c'est plus facile à faire, mais j'ai trouvé ça super qu'ils se rendent disponibles comme ça pour discuter avec les joueurs, puis qu'ils fassent un jeu vraiment au goût des joueurs en ayant beaucoup d'interactions avec nous. Ah, puis je vais
acheter au niveau du Game Master Screen, c'est... comme toi, Marc-André, j'achète tout le temps les Game Master Screen. Puis, je les utilise jamais. Parce que je finis tout le temps par regarder les règles dans le livre. Je trouve jamais ce que je veux dans le Game Master Screen où c'est comme l'information est jamais là parce que les joueurs, peu importe, trouvent toujours le moyen de te demander la question qui tue qu'une règle qui n'ont pas pensé à mettre là. Puis, c'est la première fois que j'ai utilisé le Game Master Screen. Puis, je l'ai utilisé à plusieurs reprises lors de mes parties jusqu'à date. C'est vraiment... puis, je me retiens même quand je joue avec toi de ne pas l'ouvrir pour ne pas tricher trop. Laisser faire ta job de DM. Mais c'est un très bon achat. Là. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est un super de bon achat à avoir. Donc, ça conclut pour une présentation générale de Soulbound. J'aurais peut-être une dernière question pour vous, les gars. Qu'est-ce qui vous a fait triper dans le jeu? Peut-être, si vous avez un petit bémol, des choses que vous aimeriez voir améliorer peut-être dans des prochaines éditions. Je commencerai peut-être avec toi, Marc-André. Oui, ben, du côté, moi, c'est sûr que mon expérience est surtout comme maître de jeu plus que comme joueur. J'ai jamais été joueur à Soulbound, fait que ce qui me fait triper vraiment côté maître de jeu, c'est comme je disais tantôt, le fait que les règles soient le même système pour tous les actions que les joueurs font durant le jeu. Fait que pour un maître de jeu, comme disait Yann, t'as pas trop de casser la tête à fouiller dans un livre, tu peux te concentrer à faire jouer les joueurs dans l'histoire que tu as inventée. Fait que tu peux te concentrer un petit peu plus sur le narratif puis faire aller plus vite l'histoire. Puis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est comme maître de jeu, c'est les War Scrolls. Ils les appellent pas comme ça, mais chacun des monstres ont une petite case avec toutes les règles de base du monstre, les statistiques, ses attaques, ses habiletés spéciales. Puis c'est très facile à se référer, c'est très facile de trouver combien il y a de points de vie, qu'est-ce qu'il peut faire, combien de dés ça y prend pour faire une attaque, quel spell qu'il y a. Fait que ces petits War Scrolls-là, c'est rare qu'on a ça dans des jeux de rôle. C'est super pratique pour un maître de jeu. Tu n'as pas à fouiller puis lire durant l'aventure. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. L'autre chose que j'aime beaucoup, on n'a pas parlé dans la mécanique, c'est que pour les mouvements, dans ce jeu-là, ça fonctionne par zone. Fait que, encore une fois, tu n'as pas besoin de calculer des mètres ou des pieds ou des distances. Tu décides des zones. Chacun des aventures, ils fournissent tout le temps des maps, que c'est très pratique quand on joue à distance sur Roll20 pour les présenter, ces maps-là. Puis ce que je fais, c'est que je les divise en zones. Puis tout le système de combat et de mouvement fonctionne par zone. Fait que ça prend un mouvement, passer d'une zone à l'autre. Fait que tu n'as pas à calculer des cases, des hexagones, tu n'as pas à te casser la tête trop avec les mouvements. Je trouve ça très pratique puis plus flexible pour le maître de jeu pour décider. Le pont, c'est une zone, l'autre bord du pont, c'est une autre zone. Tu le fais vraiment à ton goût. C'est un petit peu plus cinématique quand tu fais les combats que calculer des cases avec une miniature. C'est pas mal ça pour les points que j'aime beaucoup comme maître de jeu. Comme maître de jeu, le bout que je trouve un petit peu plus complexe, le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de système de niveau. Fait que tu ne sais jamais tes joueurs sont rendus comment puissants. Donc, c'est difficile d'ajuster les encounters, les monstres ou les gens qu'ils vont rencontrer ou les obstacles qu'ils vont rencontrer parce qu'il n'y a pas niveau 1, niveau 2, niveau 3. Fait que c'est tout le temps un petit peu flou comment puissants sont rendus les joueurs. Fait que c'est juste un petit bout-là qui est un peu un bémol pour un maître de jeu. Ça complexifie un petit peu la préparation des aventures. Là. Mais en même temps, j'imagine qu'avec un peu d'expérience, comme tu vois ton groupe évoluer, tu dois être capable de t'ajuster après quelques parties. Oui, c'est ça. C'est un nouveau jeu aussi, fait qu'on s'adapte aussi à ce nouveau jeu-là. J'imagine aussi en comptant combien d'XP qu'on a donné jusqu'à date, qu'on peut s'imaginer à peu près quel type d'obstacle qu'on peut donner aux joueurs. Mais à part ça, comme maître de jeu, c'est un jeu vraiment super là, facile pour même un maître de jeu qui n'aurait jamais été maître de jeu dans un jeu de rôle. Ce livre-là est très, très simple, puis la mécanique est simple, donc tu peux rapidement aller dans l'histoire, puis pas trop te casser la tête avec des mathématiques de chiffres là, pour faire les actions que tu as besoin de faire avec tes joueurs. Excellent. À ton tour, Yann, qu'est-ce que tu as vraiment aimé? Puis peut-être si tu as un petit bémol, quelque chose que tu aimerais qu'on améliore dans les prochaines versions. Ben, on va commencer par le fait que j'ai la joie d'être autant joueur que maître jeu présentement. Puis, dans les deux cas, comme Marc-André disait, c'est une mécanique qui est simple. Moi, je suis heureux de pouvoir enfin jouer un jeu
qui utilisent cette mécanique-là. Je la connaissais depuis un bon moment, mais jamais j'ai eu la chance de jouer en utilisant cette mécanique-là, faute de personnes, de joueurs dans mon entourage, ces choses-là. Donc, ça me permettait de pouvoir enfin tester cette mécanique-là qui m'intéressait beaucoup. Donc, déjà ça, de pouvoir la voir. En tant que maître jeu, j'aime beaucoup la flexibilité que la mécanique donne. Ça permet vraiment de faire ce que je veux. J'ai changé certaines choses déjà au niveau du livre, au niveau des règles, mais sans trop détruire la mécanique en elle-même, sans trop, juste pour pouvoir amener encore plus de mon côté. Ce que j'aime beaucoup en tant que joueur et en tant que maître jeu, c'est toute la cinématique, avoir une histoire, me souvenir de moments, dire « Ah oui, ce moment-là était épique, je veux pouvoir le refaire, je veux pouvoir le revoir, je veux pouvoir le revivre. » Donc, de pouvoir comme avoir vraiment ce souvenir-là, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré dans les jeux de rôle parce que c'est tout le temps, tu sais, on se parle entre nous des fois, puis on reparle de ce que nos personnages ont fait. Puis c'est pareil que c'est nous qui étions là parce qu'on a créé un souvenir par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ce jeu-là est vraiment propice à ce développement-là imaginatif qu'on peut avoir par rapport à un jeu de rôle. C'est magique. En plus, c'est dans le monde de Age of Sigmar, un monde que j'ai appris à aimer, à adorer. Maintenant, avant, j'étais un méga fan fini de 40 000, comme beaucoup de joueurs. Maintenant, c'est complètement la vapeur renversée. Je suis un fan fini d'Age of Sigmar. 40 000 a vraiment pris drop dans mon estime. Je l'aime toujours, mais c'est vraiment comme, c'est rendu beaucoup plus loin. Age of Sigmar, c'est vraiment comme un monde que j'ai hâte de voir se développer. Le jeu, justement, me permet, les livres me permettent de pouvoir comme aller au-delà, d'avoir plus d'histoire, d'avoir une meilleure imagination sur justement comme puis je vais ajouter ça, ce qu'on disait tantôt, pour les joueurs qui sont narratifs. Le livre de règles nous donne tellement, puis tous les suppléments qui s'en viennent aussi vont nous donner tellement plus de jus pour pouvoir comme faire des belles histoires, de pouvoir comme faire, même si on joue à Age of Sigmar, pur et dur, de pouvoir se dire, OK, mais je suis à tel endroit dans Akshi ou dans Shaiish, puis il se passe telle chose, je sais, il y a des montagnes là, il y a des forêts là, il y a des routes, puis vraiment de pouvoir comme développer tout cet aspect-là. Donc, ça permet justement de faire comme des liens justement entre les deux jeux, entre eux, puis de propulser tout l'univers. Puis, essentiellement, c'est toujours ce qui me fait triper dans ces univers-là, c'est de pouvoir comme se projeter là-bas. Donc, ça, c'est vraiment pourquoi je recommande le jeu à tout le monde, le role-playing à tout le monde de Soulbound. Moi, ma seule doléance que j'ai, puis ça va être drôle, parce que c'est exactement la même que Marc-André a dit qu'il aimait, c'est le système des ondes. Je le savais. C'est le système des ondes que j'aime beaucoup moins. Et pour ceux qui vont jouer, ce que j'aime beaucoup moins au niveau des ondes, c'est que justement, les ondes sont souvent sont laissées à la discrétion du maître-jeu. Il n'y a pas vraiment de guide sur comment les monter ou comment justement avoir une bonne distance par rapport à ça. Ce qui fait en sorte que des fois, les ondes peuvent être soit très, très petites, voire minuscules, voire gigantesques. Donc, ça déstabilise justement. Tantôt, Marc-André disait qu'il y avait on ne sait plus comme si on met 5 Skaven, ils peuvent se faire tuer tout de suite parce qu'il y a des règles justement qui affectent toute une zone. Mais quand la zone est gigantesque, des fois, ça fait comme ouais. Mais c'est une doléance que j'ai, c'est un défaut du jeu. En tant que maître jeu, n'importe qui peut dire, mais zut, je vais faire ce que je veux. Je ne suis pas obligé de respecter la règle de zone. Si je détermine que, par exemple, les Caradhras ont beaucoup d'armes de type explosif, s'il y a une explosion qui dit que ça touche la zone au complet, en tant que maître jeu, je peux dire, mais ça va toucher une partie de la zone, ça ne touchera pas toute la zone. Donc, de déterminer puis de partir à partir de là. C'est juste que moi, justement, ça me laisse un petit peu, ce système-là me laisse un petit peu comme instable, alors que peut-être que je préférais comme avoir plus comme, pas forcément comme des carrés, des ondes, mais comme plus des mesures en termes de distance. On va me dire, OK, c'est 30 mètres, 20, ou 30 pieds, ou peu importe, ou 9 pieds, au niveau des distances. Mais c'est une préférence personnelle. Mais au niveau du système, oui, le système de zonage fonctionne quand même. Puis le système est monté autour de ça aussi. Donc, le système de zonage est monté autour de ça.
C'est juste que ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Il faut être flexible par rapport à ça en tant que maître jeu. Intéressant. Alors, c'était notre vidéo d'introduction à Soulbound. Alors, là, je m'adresse à nos auditeurs. On aimerait savoir hein, si vous êtes intéressé par ce jeu-là, est-ce que vous aimeriez aussi qu'on fasse d'autres vidéos sur Soulbound? Donc, on pourrait faire d'autres vidéos pour vous présenter certains aspects du jeu, les suppléments, ainsi de suite, pour aller plus en profondeur. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas là, à nous le mentionner en commentaire ou à nous écrire un message via notre page Facebook. Alors, Yann, Marc-André, merci énormément d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre expertise sur Soulbound. Merci à vous. Ça fait plaisir. Alors, et sur ce, bon wargaming.